Bonsoir, la Yougoslave Monica Seles, numéro 1 mondial du tennis féminin, a été poignardée. She gets stabbed in her office. Can you imagine being in your office and someone just opening the door, coming up behind you, sticking a knife in your shoulder? Beim internationalen Tennisturnier in Hamburg ist die Weltranglisten-erste Monica Seles heute bei einem Attentat verletzt worden. I never ever expected something like this to happen. Answer my question! The question, jerk! C'est le point du match. Un point de géant. Changement de ramasseur, s'il vous plaît. Pour son premier numéro, Reprise revient sur le drame de Hambourg. Ce jour d'avril 1993, Monica Seles, reine incontestable du tennis féminin, est poignardée en plein match, au changement de côté, dans un stade comble et devant les caméras du monde entier. Une agression inimaginable qui a stoppé net celle qui fut la plus jeune numéro 1 de l'histoire. Une place acquise 3 ans après ses débuts sur le circuit professionnel, au nez, si on ose dire, et à la barbe de l'intouchable Steffi Graf, son éternel rival. Exécution de menaces de mort de groupes extrémistes en pleine guerre yougoslave, son pays d'origine. Acte isolé d'un fanatique de Steffi Graf. Ce fait divers va coller à la peau d'une joueuse restée traumatisée à vie, victime de la jalousie du circuit, d'une presse hostile, de menaces de mort et d'un certain mépris à l'égard de ses troubles psychologiques. Retour sur ce que la WTA qualifiera des années plus tard de 11 septembre du tennis. Au terme de ce récit, nous recevons Henri Lecomte. En dehors des cours et de ses activités de consultant, le Français s'est reconverti en coach mental. Il nous apporte un éclairage sur la difficulté pour un sportif professionnel de retrouver le haut niveau après une grave blessure. Vous écoutez Reprise, le podcast des petites et grandes histoires du tennis, préparé et raconté par Loïc Streuss, à la réalisation Vincent Schmitz. Nous sommes au printemps 1993. À cette époque de l'année, les professionnels du circuit retrouvent la terre battue européenne en vue de Roland-Garros, deuxième grand chelem de la saison, prévu un mois plus tard. Un tournoi où la triple tenante du titre, Monica Seles, est la favorite naturelle. Victorieuse de 7 des 9 dernières levées du grand chelem, dont l'Open d'Australie quelques mois plus tôt, la Yougoslave domine sans partage le tennis mondial. Pour sa préparation sur terre battue, cap sur Hambourg en Allemagne, terre de sa rivale où se déroule la Citizen Cup, tournoi doté de 375 000 $. Elle y fête son retour à la compétition après 9 semaines d'absence due à une infection virale. Ses premiers tours se soldent sur un score identique, double 6-2. Plusieurs semaines sans jouer décuplent l'envie d'en découdre. Malgré une apparence fluette, ses coups à deux mains allient longueur et violence. Non contente de propulser la balle comme un coup de fusil, la demoiselle d'1,78 m tout de même éructe à chaque frappe. Une marque de fabrique qui la rendra adulée ou détestée dans le monde entier, on y reviendra plus tard. Vendredi 30 avril, jour des quarts de finale, mademoiselle Monica Seles, 19 ans, première tête de série, rencontre la jeune Bulgare de 17 ans, Maleva. Le soleil brille sur le central en cette fin d'après-midi. Côté court, par contre, c'est moins brillant. Monica souffre du même virus que ses parents et son frère Zlotan, tous exceptionnellement absents du box des joueuses. Malgré ce contexte inhabituel, Monica enlève le premier set 6-4, mais se laisse surprendre par la 14e mondiale, qui s'envole 3-0 dans le deuxième. Le temps presse, la luminosité décline, et le risque de reporter la fin du match au lendemain contre Ari Seles. Vu son état, elle sait qu'en cas de victoire, il lui sera compliqué d'enchaîner face à Arantxa Sanchez dans les meilleures conditions. En grande championne, elle serre le jeu et revient sur son adversaire. Le chronomètre affiche 1 heure et 3 minutes de jeu. Elle regagne sa chaise en menant 4 jeux à 3 grâce à un coup droit trop long de son adversaire. Comme à l'habitude, Seles s'hydrate, range ses bouteilles et réfléchit à la stratégie à adopter pour mater la prodige bulgare. De leur côté, les spectateurs profitent du changement de côté pour apprécier le soleil déclinant et le privilège d'assister à une rencontre de haut niveau. C'est alors que l'indicible se produit.
tandis que la réalisation diffuse une image arrêtée de Maleeva et affiche le score. Stupeur dans le stade. Le réalisateur braque la caméra sur un mouvement de foule derrière la chaise de la numéro 1 mondiale. Un homme, chemise à manches courtes, mèche de cheveux hirsutes, dissimulant un crâne dégarni, est étranglé par le service de sécurité. Les spectateurs du premier rang n'en croient pas leurs yeux. De son côté, Seles, un temps debout, tombe à la renverse dans les bras de ce qui semble être un spectateur monté sur le terrain. Maintenue en position assise, elle toussote, grimace, avant d'être allongée, le visage recouvert par une main crispée de douleur. La reine du circuit vient d'être poignardée. Oui, poignardée en plein match. Pendant que l'agresseur est emmené main dans le dos en dehors du stade, elle oscille entre larmes et perte de connaissance. Après 3 longues minutes, les équipes médicales arrivent enfin et lui prodiguent les premiers soins. Évacuée en civière sous les applaudissements de la foule, la championne est conduite en urgence à l'hôpital. Serviette sur la bouche, Maleeva assiste incrédule et en larmes à la scène. Elle expliquera quelques années plus tard au micro de la chaîne Sky avoir été envahie par l'incompréhension et la peur. I heard a noise like something like that. I didn't at the time. I didn't realize there was knife and blood. I just thought somebody hit her and she fell. I didn't know what to do. I didn't know what had happened. I got a little bit scared for myself. Nobody knew what's going on. Le monde entier est sous le choc. La nouvelle fait le tour des rédactions et l'ouverture des journaux télévisés, comme celui de France Télévisions, présenté par Paul Amar. Bonsoir, la Yougoslave Monica Seles, numéro 1 mondiale du tennis féminin, a été poignardée au tournoi de Hambourg. Elle a été aussitôt hospitalisée. L'agresseur a été arrêté, nous venons de l'apprendre. Qui aurait pu croire à cet instant qu'une tentative d'homicide allait se jouer en plein match d'une compétition internationale diffusée en Mondovision ? Qui aurait pu croire que le destin prometteur de celle annoncée comme la plus grande joueuse de tous les temps en devenir allait basculer ? Personne, et certainement pas la principale intéressée, agressée à même le cours, seul endroit où, comme elle l'exprimera, elle se sentait en sécurité et où subitement, elle est devenue la plus vulnérable. Avant de revenir sur cette agression, penchons-nous sur la carrière express de Seles pour tenter de comprendre comment un tel acte a pu être commis. I want to be the world's #1 tennis player. I think that everyone who plays tennis wants the same thing, but I'm going to make it. Well, I believe in my success. Devenir numéro 1 mondial, Monica Seles, 14 ans, affiche déjà ses ambitions. Alors que la plupart des filles de son âge sortent à peine de l'enfance, elle a déjà accompli une longue et sinueuse aventure qui doit l'emmener vers les sommets du tennis mondial. Née à Novi Sad, ville du nord de la Serbie, le 2 décembre 1973, Monica grandit dans un contexte familial soudé. Elle vit avec son frère Zoltan, Esther, sa maman, et Karol, son papa, caricaturiste pour 2 quotidiens de la communauté hongroise de Voïvodine, dont ils font partie. À 7 ans, la fillette apprend les rudiments du tennis aux côtés de son père. Pas assez riche pour se payer un coach, il investit le parking voisin de la maison familiale, tire une ficelle en guise de filet et trace les lignes du terrain à la craie. Très tôt, la petite Mo, surnom donné en hommage à la championne de tennis Maureen Connolly, développe des aptitudes inhabituelles pour son âge. Trop petite et trop fragile pour tenir une raquette d'adulte, elle choisit de frapper à 2 mains des 2 côtés et commence à crier à chaque frappe, comme pour compenser un manque de force. Les résultats sont immédiats. À 9 ans, la gauchère remporte les championnats de Yougoslavie face à une fille 3 ans plus âgée. Prise en charge par Jelena Djencic, qui formera également les Ivanisevic, Maioli ou Djokovic, Seles remporte à 11 ans le célèbre tournoi junior de l'Orange Bowl. Elle se fait repérer par un certain Nick Bollettieri, qui l'invite à se perfectionner dans son académie. En 1986, la famille Seles plie bagage, traverse l'Atlantique et s'installe à Bradenton, en Floride. Très vite, le coach à succès d'André Agassi n'hésite pas à lui prédire un bel avenir,
comme il l'a fait au micro de la télévision américaine. We feel Monica is very unusual, I think, first of all because of her European discipline, the disciplined background, because of the unique relationship with her mom and dad and with her brother. I'm almost frightened to say how good she might be someday, because you say something and then it doesn't come true. But I would go on a line by saying is that she's the most unusual, talented young lady that I've ever seen or involved in sports today. Les résultats arrivent vite. À 13 ans, elle laisse 3 jeux à la 14e mondiale au cours d'un match exhibition. Lors de ses premiers pas à la WTA, elle mène la vie dure à des routinières du circuit, au point d'attirer les regards et susciter l'intérêt des médias. Elle passe professionnelle en 1989 et déjà, elle accumule les succès. Il lui faut quelques mois à peine pour remporter son premier tournoi WTA à Houston, où elle bat en 3-7 la légendaire Chris Evert, l'icône aux 154 titres, dont 18 du Grand Chelem, tout un symbole. Monica Seles has defeated Chris Evert in the third and deciding set to win the championship at Houston. How do you like it? Déjà connue du milieu et des passionnés, Monica Seles va se révéler aux yeux du monde entier un gros mois plus tard à Roland-Garros, où elle dispute son premier Grand Chelem. Paris tombe sous le charme de la plus jeune joueuse du tournoi. Le cours numéro 2 affiche complet pour son entrée en lice face à l'américaine Ronnie Race, et les caméras de télévision braquent leur objectif sur la nouvelle curiosité du tennis féminin. Voilà, nous sommes ravis de vous l'avoir montré. Vous avez découvert le tennis de demain, 15 ans, mademoiselle Monica Seles. Les commentateurs ne s'y trompent pas. La France, qui fête le bicentenaire de la Révolution, assiste à une nouvelle révolte sous la forme d'un jeu en puissance, de frappes lourdes et d'une vitesse d'exécution jusqu'alors inégalée chez les filles. Monica Seles est un phénomène et devient la coqueluche du public parisien. Pour le remercier de son soutien, elle distribue des fleurs à sa montée sur le court central, où elle affronte Zina Garrison. Du jamais vu. Les bras chargés de fleurs, ça c'est une première surprise pour le public qu'elle a déjà conquis grâce à son tennis, pour le plaisir de tous ou presque, car Zina Garrison, son adversaire, n'apprécie pas vraiment et Zina est huée par le public. L'américaine refuse les pétales de son adversaire. Qu'à cela ne tienne, la tête de série numéro 4 est envoyée sur les roses, 6-3, 6-2. Les tours se suivent et se ressemblent. La prodige expédie ses matchs sans lâcher le moindre set et accède presque en routinière à la demi-finale pour sa première participation. Pendant que le tennis masculin découvre Michael Chang et son service à la cuillère, le tableau féminin assiste à un premier duel qui fera date dans l'histoire du sport. Steffi Graf, l'indétrônable numéro 1 mondial, contre Monica Seles, la teigneuse contre l'élégante, la puncheuse contre la danseuse. C'est fabuleux! Quel échange! Quel échange! La rencontre est disputée, la petite effrontée n'exprime aucun complexe face à l'Allemande de 20 ans, invaincue en Grand Chelem depuis plus d'1 an et demi. Après un premier set emprunté, Seles règle la cadence et commence à faire très mal à la double tenante du titre. Ce jour-là, le central assiste à un match somptueux, remporté difficilement par Graf en 3-7. Voilà une poignée de main entre les deux jeunes filles qui met à terme La poignée de main entre les deux joueuses est froide, le regard de défiance échangé au filet laisse entendre que l'une et l'autre vont très vite se retrouver. Après 2 nouvelles défaites contre la même adversaire, Seles met fin à une série de 66 victoires d'affilée de l'Allemande en finale à Berlin. Monica Seles has beaten the world's number 1 and we wonder what effect that is going to have. Plus rien ne résiste à la terreur du circuit, victorieuse de ses 25 derniers matchs sans perdre le moindre set. J'ai l'impression d'avoir été renversée par un camion, dira Martina Navratilova, après avoir été battue en 50 minutes aux internationaux d'Italie quelques semaines plus tôt. Monica Seles fonce à vive allure vers la gloire. Son premier Grand Chelem lui tend les bras. Porte d'Auteuil, la Yougoslave conforte son statut de favorite, où elle renverse en 2-7 en finale Steffi Graf. À 16 ans et demi, elle entre dans l'histoire et soulève son premier trophée du Grand Chelem. Et la coupe Suzanne Lenglen tendue par Monsieur Philippe Chatrier. En 2 ans, Monica Seles remporte 8 titres majeurs. Sur cette période, elle crée une image de joueuse flamboyante, elle crie,
illumine son regard déterminé d'un sourire angélique, change de look comme de chemise. En mars 1991, elle devient la plus jeune joueuse à atteindre la première place mondiale à 17 ans, 3 mois et 9 jours. De janvier 1991 à février 1993, Seles atteint 33 finales des 34 tournois auxquels elle participe et en remporte 22. Elle devient le centre de l'attention, entretient le flou autour de sa personnalité et apprécie jouer avec les médias à la manière des stars du showbiz. Devenue adulte, la nouvelle diva des cours est propulsée à la une de la presse politico-sportive alors que son pays est en pleine guerre civile. À cette époque, elle considère que le monde l'accable, que l'attention médiatique est invivable. Elle suscite la polémique en 1991 après son forfait à Wimbledon, quelques heures avant le début du tournoi. Pour une blessure mineure, précise-t-elle de façon sibylline. Une justification insuffisante pour les médias, eu égard à son nouveau statut de superstar et de reine du circuit. Son absence et un long silence de 3 semaines alimentent les rumeurs les plus folles. Ce forfait est-il motivé par un chèque d'$1 million promis par Yonex, son sponsor racket ? Est-ce le fruit d'une grossesse présumée après avoir été aperçue dans un magasin d'articles pour bébés ? Face à la pression, la joueuse sort coiffée d'une perruque, ne parle qu'à sa famille ou se barricade chez elle ou dans l'une des propriétés d'un certain Donald Trump, à qui on lui prête une relation. Sa participation à une lucrative exhibition, une semaine après Wimbledon, met de l'huile sur le feu. Au cours d'une conférence de presse censée briser la glace, elle joue la provoque avec un t-shirt sur lequel le nom de Wimbledon est barré. Les journalistes la critiquent, la WTA lui inflige une amende salée. Monica a subi un retour de bâton, s'est mis la presse et le circuit à dos. Un an plus tard, retour à Wimbledon et nouvelle polémique. Ses cris, grunting en anglais dans le texte, irritent désormais les journalistes et deviennent le catalyseur de la frustration de ses adversaires. The grunting of Monica Seles has drawn a lot of columns and fun from the British press, and Alan Mills, the tournament referee, offered this announcement that it comes under the law relating to hindrance, and the umpire first warns the player. Au cours du quart de finale, Nathalie Tauziat réclame en plein match à l'arbitre de chaise de faire taire son adversaire qui s'exécute. Au tour suivant, Martina Navratilova réclame le même traitement à l'arbitre. Martina going up to the umpire. She's complaining. Selon elle, les cris masquent le bruit de la balle et affectent son temps de réaction. Le Time Magazine abonde dans le sens des joueuses. Le reporter du célèbre magazine mesure la puissance sonore de la Yougoslave à 93 décibels, soit le bruit d'un train à moteur diesel. Résultat des courses, Monica Seles, affectée par les critiques, reste muette durant la finale de Wimbledon 92, perdue sèchement contre Steffi Graf. L'une des pires erreurs de ma vie, regrettera-t-elle. Ses adversaires l'accusent de gagner ses matchs de façon injuste. Elle, de son côté, se défend et explique être incapable de jouer autrement. Were you trained to do that as a kid? No, not at all, Brian. I mean, I started playing tennis when I was a little girl at age 6, and I grunted pretty much from day one because I was very tiny. I was always on the smaller side, and I put every single ounce of my energy into that ball. Le prix à payer de la célébrité est de signer des autographes en rue ou au restaurant. Monica Seles, elle, doit affronter une presse hostile, un circuit jaloux et des menaces de mort. Oui, de mort, rien de moins. Début des années 90, la Yougoslavie se déchire et Monica Seles est une cible de choix. À l'image des Goran Ivanisević et Goran Prepić, des joueurs yougoslaves devenus croates, elle est victime depuis quelques années de menaces de mort de bosniens musulmans et d'extrémistes croates. Ceux-ci auraient-ils mis leurs menaces à exécution ce funeste vendredi 30 avril 1993 ? Les rumeurs en Corée sont rapidement balayées. L'identité de l'agresseur est révélée. Il s'agit d'un certain Günther Parsch, citoyen allemand de 38 ans, originaire de Nordhausen, ville de l'ex-RDA, située à 300 km d'Hambourg. Son audition dresse le profil d'un homme éméché, confus, potentiellement dérangé, et le qualifie de grand fan de Steffi Graf. Oui, vous avez bien entendu, la rivalité sportive a poussé un homme à passer à l'acte.
Au chômage et solitaire, sa seule passion est le tennis féminin et en particulier Steffi Graf. Son admiration vire à l'obsession. Parche accueille mal les échecs sportifs de sa compatriote. La longévité de Seles à la place de numéro 1 mondial le frustre. À ses yeux, Steffi Graf ne pourra jamais récupérer sa couronne à la régulière. Désespéré, il décide de prendre les choses en main et se rend à Hambourg armé d'un couteau. Cet homme au physique de Monsieur Tout-le-Monde se fond facilement dans la foule et s'installe sur les sièges les plus proches du terrain. Il patiente et profite de l'inattention du service de sécurité pour se jeter sur sa proie. Ce qui avait commencé comme un match de tennis de routine se termine par l'un des moments les plus infâmes et les plus violents de l'histoire du sport. Très vite, les premiers bilans de santé rassurent. Par chance, la lame ne s'est enfoncée que de quelques centimètres et n'a fait que déchirer des tissus musculaires. La victime est hors de danger et ne présente que des blessures superficielles. Après 24 heures d'hospitalisation et une visite de Steffi Graf, la patiente quitte l'hôpital et s'envole vers les États-Unis. Ses forfaits pour Rome et Roland-Garros sont actés. Son retour à la compétition, quant à lui, est fixé 1 mois plus tard, à Wimbledon. Quand le soulagement balaie la peur, la vie a tendance à reprendre son cours normal, comme pour mieux oublier les drames. En dépit de l'agression, le tournoi de Hambourg se poursuit, the show must go on. Arantxa Sánchez Vicario l'emporte sur une Steffi Graf, sacrée quelques semaines plus tard à Roland-Garros. Cette victoire lui permet de récupérer la première place mondiale, donnant à Parche le sentiment du devoir accompli. Les blessures physiques disparaissent rapidement, mais Monica Seles souffre d'angoisse et d'une certaine injustice de la part du monde du tennis. Hormis les mesures prises par l'ATP et la WTA pour renforcer la sécurité sur les tournois, beaucoup atténuent l'importance du traumatisme psychologique. Si elle ne souffre d'aucune blessure, pourquoi ne remonte-t-elle pas illico sur le terrain, dit-on ? Le débat autour de la protection symbolique de son classement tourne court. Le conseil des joueuses vote à la quasi-unanimité contre un classement protégé. Seule Gabriela Sabatini s'abstient. Steffi Graf, bien que traumatisée pour avoir été liée à l'incident, préfère relativiser l'importance du classement pour justifier la décision des joueurs. Pire, on soupçonne Seles de faire monter les enchères pour vendre une interview exclusive aux médias le plus offrant. Longtemps après, elle confiera son étonnement d'avoir vu le tournoi d'Hambourg se poursuivre et du refus de ses rivales de lui préserver son classement. « J'étais rayé de la carte, le tennis est un business comme un autre, où l'être humain passe après l'argent. » Lâchée par ses sponsors, par la WTA, elle disparaît du classement en février 1994, comme un vulgaire dossier qu'on égare. Monica Seles sombre dans la dépression, s'enferme, refuse de regarder le moindre match de tennis, dort peu la nuit. Au traumatisme s'ajoute le combat de son père Carol contre le cancer, foutue loi des séries. Emmurée, Monica Seles n'est pas aidée par la justice allemande. Son bourreau convainc les juges de l'absence d'intention d'homicide. Malgré un jugement en appel, il est condamné à 2 ans avec sursis et sort libre comme l'air après 6 mois de prison en préventive. Ce verdict est le dernier coup de grâce porté à une championne qui trouve refuge dans la nourriture, un réconfort, une habitude, une drogue, dira-t-elle. Des années plus tard, elle expliquera avoir sombré dans la boulimie suite aux propos tenus par son agresseur lors de sa comparution. Selon lui, il n'était pas normal qu'une jeune femme aussi mince domine à ce point le tennis féminin. Elle plongera dans la dépression durant 27 mois, à 20 ans à peine. Mais, au cœur de l'été 1995, la rumeur d'un retour, maintes fois reportée, se concrétise. Monica Seles apparaît le 29 juillet 1995 lors d'une exhibition face à Martina Navratilova à Atlantic City. Moment de grande émotion, 2 ans, 3 mois après son agression. Voici donc ce soir le retour d'une géante du tennis. Elle est sans doute... Le public est acquis à sa cause et s'évertue à atténuer son traumatisme. Sur le terrain, Monica fait du Monica, s'amuse la presse américaine. Monica is back. Welcome back, Monica Seles. Celle qui est désormais américaine depuis 1994 s'offre un retour par la grande porte. Premier tournoi, première victoire à l'Open du Canada à Toronto. Seles ridiculise ses adversaires, elle remporte le tournoi sans perdre le moindre set et ne laisse filer que 2 jeux au total, en demi et en finale.
En la présence de ses parents, les yeux embués par l'émotion, la jeune femme de 21 ans affiche un large sourire, tandis que son père est incapable de contenir ses larmes. Elle s'adresse à la foule, les trémolos dans la voix. Je n'étais pas sûre de revenir et de pouvoir jouer au tennis. Et j'ai ressenti tellement d'émotions depuis 5 jours. C'est tellement fou, je ne peux pas y croire. Ce discours de 5 minutes balaye 2 années de silence. Elle le dira, c'est son père qui l'a persuadée à surmonter ses peurs et à reprendre la compétition. À l'US Open, son premier grand chelem depuis sa victoire à l'Open d'Australie 2 ans et demi plus tôt, elle rejoue une finale face à Steffi Graf. Si l'Allemande remporte le match en 3-7, Seles a définitivement conquis le cœur des spectateurs. Comme un symbole, les deux filles s'embrassent chaleureusement et échangent quelques sourires. Sur leurs 5 dernières confrontations, Monica Seles ne battra plus qu'à une seule reprise sa principale rivale. Sa deuxième carrière sera nettement moins prolifique, en dehors d'une victoire à l'Open d'Australie en 96 contre Anke Huber, une autre Allemande, où elle reçoit de nouvelles menaces de mort. L'ancienne numéro 1 mondiale n'atteindra plus que 2 finales de Grand Chelem, en 1996 à l'US Open et en 1998 à Roland-Garros. Malgré quelques fulgurances, ce comeback laisse un goût amer. Torturée par sa boulimie, critiquée pour sa prise de poids, l'Américaine s'enfonce dans une spirale destructrice. Sa dépression durera près de 10 ans. Le 27 mai 2003, handicapée au pied gauche par une fracture de stress, elle est éliminée au premier tour des internationaux de France par Nadia Petrova. Cette défaite reste sa dernière prestation en compétition, qu'elle quittera officiellement en février 2008. I think a couple of things for me, for sure, coming back after stabbing was one of the things that, I'm very happy I did and the inner strength it took. I think playing tennis after my dad passed away was a very difficult period in my time. And that's when I started gaining a lot of weight and really winning that battle and finding a balance between overeating, playing sports and happiness, essentially, because yes, I was an athlete, but essentially I was a human being. I always say that to young girls in sports that I mentor now. Tennis is, yes, a big part of our lives, but essentially at 30, maybe 35, you retire and you have the rest of your life. So it's important to look at yourself as a woman too, not just as an athlete. Elle rédige alors une autobiographie, véritable thérapie à ses problèmes de santé. Ses kilos superflus s'évaporent, sa culpabilité diffuse disparaît. Monica, enfin guérie, revit. You have a lot of highs and lows. For me, I definitely had extremes. It was not easy to deal with because, just at age 16, you're put into a public light when you're trying to find out who you are yourself. So I had a while to deal with it. But I think once I realized that balance that worked for me and I incorporated it into my daily life, really, I think for me, the transition from a professional tennis player to retired player was a very smooth one. Bien avant les Davenport ou l'avènement des sœurs Williams, Monica Seles a redéfini le jeu féminin, où la puissance et les cris sont désormais communs. Signe du destin, la petite Mo a connu une trajectoire similaire à Maureen Connolly, dont elle tire son surnom. Championne précoce, Connolly a dû interrompre, comme elle, sa carrière à 19 ans, suite à une chute à cheval. Et comme Seles, elle s'est retirée avec 9 titres du Grand Chelem. Elle décédera tragiquement d'un cancer à 34 ans. Monica Seles, elle, a survécu, dans la vie et sur les cours, même si elle n'a jamais gagné Wimbledon et a laissé à jamais à Steffi Graf le nombre de grands chelems qui lui étaient promis. Comme Günther Parch se l'était juré. De son côté, Seles n'a plus jamais mis les pieds en Allemagne. Comment revenir au plus haut niveau après une longue absence sur le circuit ? Nous sommes partis à la rencontre d'Henri Lecomte, reconverti coach mental. La légende du tennis français nous éclaire sur les difficultés à se relever d'une grave blessure et sur la voie à suivre pour retrouver les sommets. Bonjour Henri Lecomte, merci de nous accueillir dans votre club de tennis de Levallois. On est honoré de vous avoir pour la première de reprise, le podcast des petites et grandes histoires du tennis. Alors, le premier numéro est consacré à Monica Seles. Avant d'aborder tout l'aspect mental et le retour des blessures des joueurs de haut niveau au tennis, en 2 mots, que vous inspire la trajectoire de Monica Seles et ce traumatisme qu'elle a mis des années
après sa carrière, à maîtriser. C'est une joueuse exceptionnelle, avec un mental, certainement, on a tous des moments, on va dire, hors du commun, parce que ce qui lui est arrivé, ça a été quand même quelque chose de dramatique, et elle a été capable de surmonter tout ça. Mais surtout, je crois que je suis sûr, lorsqu'on arrive à une certaine vision, à une certaine puissance, d'une certaine... d'un autre côté, joie de jouer au tennis, joie d'avoir une passion comme elle a eue, et qu'elle a eu cet accident-là, enfin cet accident, c'est surtout cette attaque, lui a permis d'aller encore plus loin et de faire quelque chose d'encore plus extraordinaire derrière. Pourquoi ? Parce que généralement c'est sur des chocs, c'est sur des moments très durs, très difficiles, et de pouvoir l'accepter, de pouvoir se dire j'ai une chance extraordinaire, c'est de pouvoir jouer au tennis, de pouvoir vivre ma vie que je rêve. Et aujourd'hui, je vais encore plus prendre du plaisir et encore aller dans une autre dimension. En retraçant sa carrière post-agression, on sent quand même qu'elle l'a traîné comme un boulet, même en revenant après, en parvenant à gagner un Grand Chelem. C'est normal. Tu as une agression pareille, quelqu'un qui veut te met un coup de poignard dans le dos, c'est quand même pas anodin, on veut te tuer, quoi, c'est tout. Donc pour elle, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Pour tout le monde, c'est quelque chose de dramatique. Quand on voit ce qui s'est vraiment passé, c'est une hallucination. Là encore, on va dans une autre dimension. C'est pour ça que je vous dis que par la suite, après, on relativise les choses. Mais ce choc, cette agression, on peut en parler encore d'une autre. On peut parler de Kvitova, qui s'est fait aussi agresser lors d'un cambriolage. C'est d'une violence, pour vous l'enlever de votre cerveau, ça doit mettre un certain temps et certainement jamais. Est-ce qu'à l'époque de cette agression, ça a développé une peur chez les joueurs, dont vous ? Non, parce que après, bien sûr, vous pouvez imaginer que la sécurité a été quand même assez importante, assez forte. Ça a permis aussi de dire, ça peut arriver à tout le monde, et c'est arrivé dans d'autres... pas une agression comme celle-ci, mais aussi sur les terrains de football, la sécurité a été renforcée. Nous, aujourd'hui, c'est devenu vraiment la chose la plus importante. C'est même trop. Parfois, c'est trop parce qu'on n'est plus en contact du tout avec le public. Les joueurs ou les jeunes n'arrivent plus à avoir des autographes avec certains joueurs. Donc, c'est devenu à la fois maintenant des moments et des périodes très difficiles. Mais je peux le comprendre. Aujourd'hui... on est dans un monde qui a tellement évolué, qui est médiatique, avec les réseaux sociaux, avec les portables, on peut faire des photos tout le temps. Maintenant, on ne fait plus d'autographes, on fait des selfies. Donc, ça a complètement évolué. Alors, pour revenir à Monica Seles, pour cette agression, elle a dû énormément travailler mentalement. Et c'est la chose, pas la chose, on ne travaille pas du tout en France. Les sportifs de haut niveau, on dit qu'on le travaille, mais... pas autant que ça, je pense. Alors justement, son cas est extrême, mais il est révélateur de la fragilité mentale d'un joueur ou d'une joueuse, que ce soit une blessure, une agression. On parlait de Kvitova. Comment vit-on en tant que professionnel de l'intérieur cette mise à l'écart ? On l'a voulu déjà, cette mise à l'écart. On l'a voulu, on l'a souhaité parce qu'on est passionné, parce que l'on vit quelque chose d'extraordinaire, parce que l'on vit une passion, parce qu'on a cette chance de voir ça. Oui, mais quand on est blessé et qu'en fait on ne peut plus justement... Moi je l'ai vécu plusieurs fois, 3 opérations du dos, opération de la main, du genou, vous savez, une hernie discale, à chaque fois c'est 6 mois, on est à l'écart, on y croit, on se bat, parfois, pas parfois, souvent, tout le temps même, le téléphone ne sonne plus. Avant, on n'avait pas de portable. C'était un avantage considérable. Aujourd'hui, dès qu'on ne vous appelle pas pendant 2 jours, surtout la nouvelle génération, ils paniquent. Là, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment se refaire un mental, il faut retravailler là-dessus, il faut y croire, il faut se dépasser et garder sa foi. La foi pour aller chercher ces petites choses qui vont vous permettre de dépasser et d'être encore plus fort par la suite, parce que on a cette chance de pouvoir rebondir. Mais il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Il y en a d'autres qui sont laissés sur le carreau. Et c'est d'autant plus vrai quand, comme la majorité des joueurs sur le circuit, on n'a pas les moyens de se payer un staff, d'être entouré. Alors, ce n'est pas une question d'argent, attention, ça n'a rien à voir. Une question d'argent, c'est pas parce qu'on va acheter un entraîneur qu'on va être meilleur. C'est faux. C'est parce que c'est l'entourage qui est le très important. C'est d'avoir les personnes compétentes et sérieuses, et surtout qui sont avec vous, non pas contre vous ou pour vous, sont avec vous. D'accord ?
Parce que lorsque l'on gagne, lorsque l'on est meilleur, lorsqu'on est 5e mondial ou lorsqu'on est numéro 1 mondial, on a tout le monde. Lorsqu'on est 200, 300, il n'y a plus personne. D'accord ? Donc il faut bien s'entourer. Et c'est là qu'on apprend vraiment à connaître les gens. Moi j'ai eu la chance par exemple d'avoir Patrick Chamagne en 91 quand j'ai fait ma rééducation. On est allé dans un centre de rééducation fonctionnelle de la sécurité sociale. On ne s'est pas retrouvé à Biarritz, à une Thalasso. Non, on a fait les choses comme il fallait. Et là on a vraiment vu et rencontré des gens extraordinaires. On relativise les choses. On repense les choses différemment. On vit différemment. On est une personne comme tout le monde, mais avec un passé différent. Et on a la chance de connaître des gens qui auraient voulu, à la limite, avoir notre vie, mais qui ne l'ont pas vécu, mais qui vivent à travers nous. Et donc, ils nous permettent aussi à nous de pouvoir encore nous renforcer et être encore plus forts par la suite, parce que l'amour qu'ils vont nous donner en disant « Henri, je compte sur toi, tu vas gagner la Coupe Davis », je peux vous dire, ça vaut l'or du monde. Ou tu l'acceptes, et tu en sors plus fort et tu deviens 10 fois plus performant, ou tu la prends différemment, ou tu prends, c'est une pression supplémentaire, et là au contraire tu vas te dire oh là là, je fais pas bien, qu'est-ce qui se passe, et là tu vas pas y arriver. Donc il y a deux conseils, c'est facile à dire, vous allez me dire, parce que je l'ai fait, parce que j'ai gagné, Henri c'est bon, ça va, on a toujours l'habitude, il nous dit des trucs. Non, c'est totalement différent. J'ai vécu aussi l'autre côté, hein. Vous savez, quand vous perdez à Roland-Garros, et que vous prenez le micro et vous dites j'espère que vous avez compris mon jeu, et que vous avez toute la France entière qui est derrière vous, qui n'est plus derrière vous, mais qui est contre vous et qui vous dit voilà, qu'est-ce que t'as fait, connard, et tout ça, excusez-moi des mots, mais je vous dis exactement la vérité. Je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Et comment on arrive à monter sur le terrain sans avoir le bras qui tremble ? C'est l'expérience à la fois, on rentre dans la zone, on appelle une zone, c'est la zone, une zone un peu hypnotique où on est vraiment, on domine le sujet, on domine la situation, on domine, et c'est ce que ont tous ces grands joueurs, toutes ces grandes joueuses, tous ces grands sportifs, tous ces hommes, aussi hommes politiques, vous, moi, on est dans un état hypnotique tous les jours. On conduit, on marche, on le fait naturellement. Mais pour arriver à un certain niveau, et pour y rester à devancer, à analyser, à être plus performant, il faut le travailler. Donc les plus gros sportifs de haut niveau, les plus grands, le travaillent depuis des années. Nous, on ne le fait pas. En France, on ne le fait pas. C'est un peu quelque chose de tabou. À l'époque, quand on disait, t'as un problème, je vais voir un psy, on lui dit, t'es malade ? Non, j'avais besoin de parler. Mais aujourd'hui, c'est encore une approche totalement différente. Donc, on évolue, mais le mental est la chose la plus importante pour un sportif de haut niveau, bien sûr. Justement, est-ce que cette blessure ne vient pas briser cette bulle dans laquelle on se trouve ? Vous parlez de la zone, et dès lors, nous fait conscientiser des difficultés, de cette espèce de façon dont on avait à marcher sur l'eau. On l'a parce qu'on le travaille, on est performant, on arrive à un certain moment dans cette zone-là parce qu'on s'entraîne tellement, on arrive à atteindre la perfection, qu'on va au-delà de la perfection. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Ayrton Senna. J'ai passé 3 jours avec lui, il m'a expliqué, il m'a dit quand tu es dans la zone, on appelle ça la zone ou the flow. Ça veut dire que tout ce que tu vis, tout ce que tu lui conduisait sa Formule 1, il me disait je prends le 2e virage, je suis déjà dans le 8e virage. Tellement il dominait son sujet. Tellement on arrive à être subjugué, on arrive à anticiper. Moi, quand j'ai joué la Coupe Davis en 91 contre Sampras, je savais exactement ce qui se passait. Je tentais le coup parce que tout était calculé, conscientisé, travaillé depuis des années. Et là, je suis rentré dans cette zone-là. J'en ai eu quelques fois lors de certains matchs. Mais la force des grands joueurs aujourd'hui, c'est ça. Tu as Rafael Nadal, tu as Roger Federer, tu as Novak Djokovic, tu as Stan Wawrinka, ceux qui ont gagné les grands chelems, c'est parce qu'ils arrivent à tenir pendant 7 matchs, ce niveau-là. Et cette puissance. Pourtant, là, on évoque Nadal, Federer, ce sont finalement les 2 exceptions par rapport à Goffin, Djokovic et Wawrinka à avoir pu rapidement atteindre le niveau qui était le leur avant une longue période de convalescence et par ailleurs de blessures. Et Novak Djokovic, c'est la même chose. Hein. Il a eu problème de coude pendant 1 an, il est pas arrivé, maintenant il est revenu numéro 1 mondial. Mais il a fallu un petit peu plus de temps. Oui, mais parfois il faut plus de temps parce que la blessure est plus importante, parce que c'est plus contraignant. Il y en a d'autres, c'est un peu plus simple. Stan Wawrinka qui revient au plus haut niveau avec son opération du genou. Donc on peut le faire. Moi, vous savez, quand on m'a dit 3e hernie discale, il me dit Henri, mais tu ne rejoueras plus jamais, t'inquiète pas, le haut niveau, tu oublies pour toi. J'ai gagné la Coupe Davis. Hein. On n'a pas envie d'abandonner à ce moment-là. Si, il y a des périodes où on a envie de tout en voler bouler, mais on a tellement la foi, l'envie,
la passion, la détermination de montrer à soi-même d'abord et aux autres qu'on est capable de le faire. Donc c'est pour ça que les champions, on est différents des autres parce qu'on arrive à rentrer dans cette bulle-là. Sinon, tout le monde serait champion. Justement, par rapport à vos souvenirs à la fois malheureux et vos retours heureux, j'ai pointé 2 dates. 88, défaite à Milan contre Becker. Oui. Vous fracturez le poignet en tapant contre une cloison. La main, ouais. En tapant contre une cloison, je prends 6-2, 6-1. Mauvaise interprétation. Le tableau avant le match bougeait. Là, je suis rentré, il ne bougeait plus. D'ailleurs, vous le voyez, l'os est cassé là. J'ai eu quelques 3 semaines d'arrêt. Mais c'est bénéfique parfois. Justement, j'allais y venir parce que 91, la fameuse finale de Coupe Davis dont j'imagine on ne vous parle plus jamais. Vous retombez à la 156e place mondiale, opéré, des mois d'absence, vous revenez, donc là je reviens en 88, gagnez, vous allez en finale de Roland Garros et vous battez 2 fois, si mes statistiques sont bonnes, Becker. Et en 91, l'issue qu'on connaît, la Coupe Davis, la victoire à la clé. Est-ce que vous avez un truc? Comment avez-vous fait pour revenir plus fort à chaque fois? Folie, moi j'ai la folie. Vous êtes un phénix. Oui, je suis un peu un phénix, c'est vrai, je renais de mes cendres. Je suis une personne qui aime... le défi, qui aime les choses insensées, qui, en fin de compte, quand je me trouve dans des situations comme celle-ci, ça ne me fait pas peur. J'ai plus de mal de jouer des joueurs qui étaient 150, où là, j'ai peut-être mon ambition, ma détermination n'était souvent peut-être pas la bonne. Mais à chaque fois, lorsque je me suis retrouvé dos au mur, j'ai toujours été assez incroyable et performant et capable de renaître de mes cendres et de gagner, de performer, un truc de fou. Mais j'en suis conscient, hein. C'est une qualité, mais entre nous, quelle connerie d'attendre d'être opéré du dos ou de se casser la main ou d'être insulté par le public français, de se mettre dans des situations comme ça. Je me suis mis sur mon discours, mais après les blessures. Donc après c'est les préparations, après c'est des chocs, après c'est l'émotion psychologique, après on arrive avec des choses qui ne nous appartiennent pas. Là, je rentre dans un autre domaine du mental, mais c'est intéressant et c'est extraordinaire. Dernière question, que diriez-vous à un joueur qui viendrait vous consulter? Comment on apporte son concours et son soutien à quelqu'un qui est dans le creux? La méthode est simple, c'est le travail, toujours continuer, aimer ce que l'on fait, passionné et surtout... avant tout, n'oubliez pas qu'on a la chance de faire un sport. Un sport, ça veut dire sport, s'amuser. Et d'avoir été au plus haut niveau, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et ne pas oublier qu'aujourd'hui, voilà, il faut aimer ce que l'on fait. Il faut avoir envie, c'est une passion. Et ça, on l'oublie. On est plus dans le sport business que le sport passion. Donc, il ne faut pas l'oublier. Vous écoutiez Reprise, le podcast des petites et grandes histoires du tennis, produit par Cartage Prod. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante, cartageprod@gmail.com ou via notre formulaire de contact en ligne sur cartage-prod.be.